Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast et vous le savez aussi sur Nutri Radio, n'hésitez pas à télécharger l'application. On évoque ensemble tout ce qui concerne les produits de santé naturelle, la santé naturelle avec les acteurs qui font ce marché et qui font ce monde merveilleux qui nous permet d'être dans une anticipation de la santé, que ce soit les laboratoires, les façonniers, les ingrédientistes et même les experts. Alors aujourd'hui, l'émission promet d'être vraiment très passionnante puisqu'on va s'intéresser au microbiote des nourrissons avec Karine Tournier, que l'on connaît bien maintenant sur NutriCast et sur Nutri Radio, qui est responsable marketing des laboratoires Nutergia. Bonjour Karine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, dès que je vous entends sur antenne, je sens votre énergie positive, donc ça y est, on est tous un petit peu irradiés. Et le second invité de cette émission, c'est Cédric Bouillon, ingénieur en nutrition, santé et toxicologie, chargé de valorisation scientifique chez Nutergia. Bonjour Cédric. Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Eh bien merci parce que c'est vous qui allez faire un contenu très intéressant pour les auditeurs, parce qu'on parle évidemment du microbiote. Et alors le microbiote des nourrissons, il y a beaucoup à dire et c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Juste avant, Karine, comme d'habitude, maintenant vous êtes un petit peu à la maison, on va replacer un petit peu le laboratoire Nutergia au centre du sujet pour l'introduction de cette émission. Oui, donc effectivement, Nutergia, en quelques mots, donc nous sommes concepteurs et fabricants français de compléments alimentaires. On est basé dans la belle région de l'Aveyron. Nous avons maintenant plus de 30 ans d'expertise en micronutrition. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par Claude Lagarde, docteur en pharmacie et biologiste, et qui a créé le concept de la nutrition cellulaire active. Et aujourd'hui, Nutergia est l'un des laboratoires français leaders du marché en pharmacie avec 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et nous avons environ 90 références de produits et près de 300 salariés. Bien, alors il faudra venir faire un tour dans l'émission Nutractu, Karine, parce qu'on a plein de questions à vous poser. Nutractu, c'est vraiment l'émission spécifique pour les acteurs du secteur des compléments alimentaires. Donc vous êtes la bienvenue, l'invitation est lancée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la formation du microbiote intestinal dans les premiers jours de vie d'un individu ? C'est vous Cédric, je crois qui... Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'établissement du microbiote intestinal commence dès la naissance du bébé. Au moment de l'accouchement par voie basse, les bactéries des flores vaginales de la mère et de la flore anale également colonisent le tractus digestif du bébé. Ce premier ensemencement, que ce soit par des lactobacilles et des bifidobactéries, est déterminant pour la constitution du microbiote qui va ensuite persister toute la vie et influera sur la santé future de l'enfant et de l'adulte. Seulement, en cas de césarienne ou de naissance dans des conditions aseptisées, l'établissement du microbiote peut être perturbé. Est-ce qu'il s'agit du concept des 1000 premiers jours dont on entend beaucoup parler ? Alors, le concept des 1000 premiers jours, c'est un concept qui a été proposé dès 2010 par l'UNICEF et soutenu par l'OMS également, qui va de la conception du bébé jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et c'est une période qui constitue une étape clé dans le développement de l'individu. Pendant cette dernière se développe le microbiote intestinal. Donc c'est une période vraiment charnière pendant laquelle l'alimentation, le mode de vie et l'environnement sont déterminants pour la santé du futur individu. Et donc dans les premières heures et les premiers jours de vie du nourrisson, le microbiote va rapidement s'enrichir au contact de la flore qui est présente dans son environnement et en fonction du type de lait qui lui sera proposé également. Donc en fonction que ce soit un lait maternel, artificiel ou mixte, on aura des résultats différents. Donc c'est avec la diversification alimentaire que la composition du microbiote augmentera à la fois, que ce soit en diversité et en richesse, pour se stabiliser ensuite vers l'âge de 3 ans et atteindre finalement sa forme finale qui nous suivra toute notre vie. Très bien, donc il se stabilise vers l'âge de 3 ans. Et alors en parlant du microbiote du nourrisson, quels sont les facteurs qui l'influencent ? Alors on a un certain nombre de facteurs qui sont liés à la naissance et qui peuvent influencer ce microbiote. En premier lieu, le mode d'accouchement. Comme on l'a dit, l'accouchement par voie basse permet la transmission d'une partie de la flore vaginale au bébé. Dès 48 heures, on a déjà 10 milliards de bactéries par gramme dans le côlon du nouveau-né. Et au contraire, un accouchement par césarienne réduit cette transmission de bactéries. Au moment de l'accouchement également, plus le terme est avancé, plus le bébé aura une flore riche et variée. Par contre, chez les prématurés, on retrouve une flore qui est généralement appauvrie.
On a le rôle de l'environnement de naissance aussi. On constate une différence entre la naissance à domicile et en maternité. Il y a bien sûr la qualité de la flore de la maman qui va jouer un rôle prépondérant. Et comme on l'a dit juste avant, l'allaitement dès la naissance également, puisque le colostrum est particulièrement riche en nutriments et en bactéries. Et le contact du bébé avec le mamelon transmet une partie de la flore cutanée de la maman. Ah, c'est très intéressant, notamment le moment de l'accouchement, chez les prématurés, donc une flore appauvrie, et puis l'environnement, tiens, avec une différence entre la naissance à domicile et en maternité. Et alors plus tard chez l'enfant? Exactement. Mais pendant les premières années de vie, le microbiote va continuer à se moduler, bien sûr. Il y a d'autres paramètres qui interfèrent. Donc, il y a encore l'exposition à l'environnement de l'individu, donc l'hygiène, la présence d'animaux domestiques, la vie en collectivité également, la confrontation avec d'autres individus, l'alimentation de l'enfant, la prise ou non de traitements médicamenteux. On a également un rôle du positionnement dans la fratrie, puisque quand on a des frères et sœurs, on est confronté à d'autres individus dans la maison, donc on est potentiellement confronté à d'autres microbes. Et la poursuite ou non de l'allaitement et les contacts, notamment via la flore cutanée. D'accord, enfin l'allaitement, il faut qu'il s'arrête, mesdames, messieurs, je vous le dis, c'est trop grand, il faut arrêter. Alors quels sont les signes d'un déséquilibre de la flore chez l'enfant? Eh bien, une flore appauvrie ou mal diversifiée peut avoir des conséquences, qu'elles soient immunitaires, digestives, neurologiques même. On connaît le lien qui existe entre l'intestin et le cerveau. La flore participe à l'orientation de la réponse immunitaire. Et dans ce qu'on appelle notamment la balance TH1-TH2, qui peut être responsable de l'apparition de problématiques cutanées, telles que l'atopie ou encore certains problèmes d'allergie. Quelle souche vous pensez dans ce cas? Quelle souche vous pensez en réalité dans ce cas-là? On a notamment le Lactobacillus rhamnosus GG, aussi appelé LGG, qui d'après la bibliographie augmente la réponse immunitaire TH1 et ses dérivés modulent également l'immunité adaptative TH2 en prévenant une induction massive de cytokines qui sont impliquées dans les phénomènes inflammatoires et allergiques notamment. On a aussi la prise de Lactobacillus reuteri et rhamnosus, mais également de Bifidobacterium breve et infantis, qui a montré une réduction significative du développement de l'Haemophilus influenza. Et c'est un germe qui est impliqué dans de nombreuses problématiques ORL qui sont récurrentes chez l'enfant, aussi bien au niveau de la gorge, des oreilles, des sinus ou encore des bronches. Bien, alors, et alors, au-delà de l'immunité, bon là on a vu effectivement que le poids sur l'immunité, mais au-delà de ça? Tout à fait. La flore a un rôle prépondérant dans le confort intestinal de l'enfant. Et un déséquilibre peut vite entraîner des intolérances, des ballonnements, des gaz, des problématiques de transit ou tout simplement des inconforts. Et nous avons beaucoup travaillé sur les inconforts du nourrisson chez Nutergia dernièrement. Et alors quel est le lien, c'est les auditeurs qui à mon avis doivent se poser cette question, avec la flore du bébé? Eh bien, on constate un lien entre la prédominance de certaines familles de bactéries et le confort digestif du nourrisson. L'allaitement maternel est souvent plus propice à l'installation des bifidobactéries, qui représentent 70 à 91% de la flore au 4e jour. Donc, ce sont des bactéries de fermentation et qui produisent des acides gras à chaîne courte qui favorisent le confort intestinal. Et on constate chez les enfants nourris principalement au sein moins de coliques par rapport aux autres enfants. Inversement, l'allaitement artificiel va favoriser une dominance des bactéroïdes, Clostridies ou encore des entérobactéries au 4e jour. Et ces dernières peuvent être à l'origine d'inconforts tels que ceux qu'on a cités précédemment, les gaz, les ballonnements, les coliques. Et donc l'introduction de prébiotiques et de probiotiques dans les premiers mois augmente justement la part de bifidobactéries, d'après un rapport de l'AFSA qui est sorti en juin 2003. Qui a été rédigé par un groupe de travail qui s'appelle Alimentation infantile et modification de la flore intestinale. Ouais, le microbiote, vous voyez, c'est quand même hyper important. Et là, le microbiote du nourrisson, merci beaucoup pour toutes ces infos. Cédric, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, chers auditeurs, écouter sur NutriCast évidemment et sur Nutri Radio. Vous retrouverez les deux en podcast à la fin de la semaine de diffusion. On marque une pause, on se retrouve tout de suite.
La suite de cette émission sur NutriCast consacrée aujourd'hui au microbiote du nourrisson. Nous sommes toujours avec Karine Tournier, responsable marketing des laboratoires Nutergia. Et puis, on remercie bien sûr Cédric Bouillon, ingénieur en nutrition, santé et toxicologie, pour l'apport en contenu très intéressant. Vous nous avez parlé sur la place prépondérante un peu du microbiote. Et sur cette thématique du microbiote des nouveau-nés, Nutergia, vous avez une nouveauté dans votre gamme Ergifilus. Oui, tout à fait. Dans notre gamme Ergifilus, nous avons un petit bébé qui est l'Ergifilus Baby, justement. Donc une synergie unique de 4 souches de lactobacilles et de bifidobactéries vivantes et revivifiables, associées à de la vitamine D3. Et on va retrouver dans ce produit 2 bifidobactéries, la souche Brevet et Infantis, et 2 lactobacilles, le Reuteri et le Rhamnosus. Donc comme l'a un peu dit tout à l'heure Cédric, en fait ces souches ont été vraiment scientifiquement sélectionnées pour leurs propriétés dans ce cadre-là et sont des souches qui sont physiologiquement présentes dans le lait maternel. Pour faciliter l'emploi, elles sont sur un support huileux qui est de l'huile de tournesol oléique bio. Et donc, c'est un produit prêt à l'emploi, sans allergènes et sans additifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi donc pour Ergifilus Baby une nouvelle galénique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, pour les bébés, la forme galénique, elle doit permettre vraiment une praticité pour les parents et pour faciliter l'observance. C'est vraiment très important. Donc, nous avons choisi cette forme huileuse et donc un dosage en gouttes. Donc, c'est 8 gouttes par jour. Et notre innovation est aussi dans le bouchon Steady Goutte qui permet de compter plus facilement le nombre de gouttes données au bébé pour un apport maîtrisé. Ah oui, l'observance c'est important et pour les auditeurs qui se demanderaient ce que cela signifie, c'est la capacité qu'on a à aller jusqu'au bout de cet apport, j'allais dire traitement, mais je dis pas traitement, alors je sais pas quel est le mot de substitution, parce que là on parle de complémentation, mais voilà, aller jusqu'au bout, en tout cas, de ce que l'on a démarré, que ce soit sous forme de cure, ou en l'occurrence là pour Ergifilus Baby, donc ça c'est ce qu'on appelle l'observance. Alors quel est le mode, à quel âge peut-on donner Ergifilus Baby ? Ergifilus Baby, donc c'est une formule qui est adaptée pour le bébé dès la naissance et donc on a sélectionné les souches pour vraiment le confort digestif et vraiment les besoins du nouveau-né. Ça c'est incroyable quand même, dès le début là, hop, des probiotiques. Quel est le mode de conservation du produit ? Alors, ce produit se conserve au frigo, comme tous nos probiotiques. Nous, on privilégie toujours un procédé de lyophilisation haute technologie pour préserver nos souches de la façon la plus naturelle possible et les conserver au frais pour en garantir la qualité. Après, petite astuce, il faut bien agiter le produit avant utilisation pour bien remettre les souches en suspension dans l'huile. En fait, ça, c'est vraiment très important. Comme on le conserve au frigo, l'huile peut avoir tendance à se figer légèrement. Et c'est vraiment important, notamment lors de la première utilisation, de bien agiter le flacon. On voit où il y a un petit dépôt en bas. Et alors, dès qu'on agite, après, ça met bien les souches en suspension. Et ça permet de donner vraiment toute la qualité du produit au bébé. Bien, alors, une petite précision effectivement très importante. Et alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur les critères de qualité d'un probiotique, Karine ? La qualité d'un probiotique, elle peut être évaluée en fait avec un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, c'est la qualité des souches et l'innocuité de ces souches. Ça, c'est vraiment la première des choses. On peut voir ça aussi au travers des numéros de souches qui sont présents sur les étiquetages. Donc ça garantit aussi la traçabilité. Le fait que les souches sélectionnées ont des propriétés scientifiquement établies par des études. Leur naturalité aussi, donc c'est pour ça qu'on utilise la lyophilisation, leur capacité bien sûr de revivification rapide, donc les souches sont en dormance et elles vont se revivifier au contact du corps, leur résistance du coup aussi à l'acidité gastrique, très important, le mode de conservation, nous privilégions le mode de conservation au frais et les études qu'on pourra faire aussi sur le produit fini, ça aussi c'est des choses que nous faisons chez Nutergia
de façon habituelle sur nos produits. Sur cette synergie de souches qui a été donc évaluée par un laboratoire indépendant, les tests ont permis de mettre en évidence l'inhibition de bactéries responsables parfois de problématiques respiratoires ou gastro-intestinales chez les enfants. Et donc, en complément des données bibliographiques qu'on peut avoir sur ces souches, ces résultats montrent l'intérêt justement de fait d'avoir de plusieurs souches dans un même produit. Merci beaucoup Karine pour ces précisions. Alors c'est important, chers auditeurs, d'avoir du contenu. Et les marques aussi qui nous parlent de leurs produits, pourquoi elles le font, comment elles le font. C'est pas dû au hasard ou juste parce que c'est dans l'air du temps. C'est appuyé sur des études cliniques, des recherches. Et donc là maintenant, on commence à comprendre aussi que les probiotiques sont importants pour les jeunes et notamment donc chez les nouveau-nés. Ça, si je peux me permettre cette question, pourquoi vous êtes penché sur les nouveau-nés ? Comme a expliqué Cédric, effectivement, d'être en bonne santé, c'est important de partir sur des bonnes bases, finalement. Et donc, le fait de pouvoir supplémenter avec des souches microbiotiques dès la naissance, ça permet de donner en fait à tous les enfants une bonne base microbiotique, un bon microbiote de départ, quel que soit finalement leur mode de naissance, la façon dont ils vont être ensuite allaités ou pas, l'environnement qu'ils vont avoir autour d'eux. Et finalement, c'est pour un petit peu donner un bon départ. Ah ben, vous avez raison parce qu'on a vu qu'il était impacté très tôt en fonction de différents facteurs. Donc c'est une très bonne idée. On valide, Karine, on valide. Merci beaucoup, Karine Tournier, responsable marketing des laboratoires Nutergia. Merci à vous aussi, Cédric Bouillon, ingénieur en nutrition, santé et toxicologie, chargé de valorisation scientifique chez Nutergia. Vous êtes bien entouré au laboratoire Nutergia, Karine. On vous dit à très bientôt, j'espère, sur l'antenne de Nutri Radio et aussi sur NutriCast, bien évidemment, une émission que vous retrouvez donc sur toutes les plateformes de streaming audio et sur Nutri Radio dans la partie médias et podcast. Au revoir Cédric, au revoir Karine. Merci, au revoir, Fabrice. Au revoir.